Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 6e étape de Tirreno Adriatico. Oui, c'est déjà l'avant-dernière journée de course et certainement la journée la plus importante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori. Est-ce que le parcours vous plaît, le plaît pas? Est-ce que vous avez une grosse cote pour cette journée? Quelle stratégie également vous pensez que dans quelle stratégie l'étape va se dérouler? Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, les shorts, également les TikTok juste après l'arrivée. Comme ça, ça permet d'avoir une petite vidéo tout de suite, juste après la course, avant d'avoir le débrief qui arrive un peu plus tard dans la soirée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec ce Tirreno Adriatico, étape numéro 6. La journée la plus importante de la semaine parce que contrairement à Paris-Nice, dimanche c'est beaucoup plus calme autour de San Benedetto del Tronto. Donc autant vous dire que, bon, je ne sais pas encore ce qui s'est passé sur l'étape 5. Encore une fois, j'enregistre, il est 13h37, mais s'il s'est passé pas mal de choses, on aura peut-être déjà des écarts, mais il se peut qu'il ne se soit rien passé. À partir de ce moment-là, eh bien, cette étape de Tirreno Adriatico, ça va être le vrai duel entre les différents leaders, parce qu'on a une arrivée en montée, parce que c'est le Monte Petrano, et que ça va être compliqué de faire la différence. En plus, dans les autres montées du parcours, avec ce Monte Petrano, il faudra être très très fort sur la première partie de montée. C'est là où ça va être compliqué. Le classement général va se jouer aujourd'hui. Je pense qu'on devrait avoir des écarts, encore une fois, dans la montée finale, parce que cette première partie de montée, il y a de la pente, il n'y a jamais vraiment de moment de replat. C'est-à-dire que sur les 10, je sais plus, kilomètres de parcours, il n'y a jamais un moment dans ces 10 km de montée où on va avoir vraiment une zone beaucoup plus facile. La zone plus facile, elle est à 6,9. La zone la plus compliquée, elle est à 9%. Donc c'est assez régulier et surtout assez pentu, assez dur à chaque fois, même si sur la fin c'est un petit peu plus facile sur la deuxième partie de montée. Donc encore une fois, il faudra faire l'effort, peut-être assez loin de l'arrivée. Et puis encore une fois, il faudra faire les écarts parce que demain, San Benedetto del Tronto, ça risque d'être compliqué pour faire vraiment des différences. Donc il faudra tenter sur cette étape. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Étape du jour, du côté de Tirreno Adriatico, on part de Sassoferrato pour aller à Cagli, le Monte Petrano, côte qu'on a déjà prise sur d'autres épreuves, mais c'est pas toujours l'arrivée, le Monte Petrano. 181 km, on l'a vu notamment à plusieurs reprises sur le Giro. On l'a vu au moins une reprise sur le Giro. Ce Monte Petrano, c'était Sastre qui s'était imposé. À ce moment-là, c'était la bagarre entre Menchov et Di Luca pour la place de leader du général du Giro. 181 km, donc on part de Sassoferrato. Début de journée, on va dire plutôt plat, avec une difficulté au kilomètre 67, la Forchetta. 7 km 2 à 4,5 de moyenne, la Forchetta. Première partie très plate, deuxième partie plus pentue. Bon, ils mettent 7 km 2 de montée, ça c'est les Italiens, ils aiment bien exagérer. Bon, c'est plutôt 2 km et demi, on va dire, de montée, et le reste c'est quand même plutôt plat sur la Forchetta, donc 7,1%, 7,6 dans les passages les plus compliqués, 7,8 même. Je vois mal de loin, j'ai un petit contre-jour. 7,8% voilà, du côté de la Forchetta pour le kilomètre le plus compliqué. Donc vous voyez, la difficulté, c'est réellement les 3 derniers kilomètres. Auparavant, c'est plutôt très très plat. On poursuit après la Forchetta, on redescend vers Frontone, vers Cagli. On va être déjà dans la zone de Cagli puisqu'on passe à plusieurs reprises autour du Monte Petrano. Et on aura une difficulté au niveau du sprint intermédiaire au kilomètre 141, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée. Plan di Trebbio, 7 km à 5% de moyenne, donc ça aurait pu être une côte inscrite au classement de la montagne. On aura également le Valico di Monte Romualdo, 3 km 8 à 4,8 de moyenne, ça sera au kilomètre 120.
Passage par la Moria dans ce parcours au kilomètre 154. Moria de kilomètre 4 à 8,4 de moyenne. C'est un mur. Voilà, pour ceux qui veulent le voir. Hop, il est là. Non, ça c'est le Monte Petrano. La Moria, c'est très très compliqué. Hein, la Moria, ça va faire mal aux pattes. 10,2% pendant 1 km. Puis ensuite 8,2 et 9,1. Mais c'est les moyennes qui sont vraiment très très compliquées à gérer. Et surtout, juste après une descente, hein, là encore, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on va descendre. Et puis quelques kilomètres après la descente, bam, on a ce mur qui va se dresser face au coureur. Et puis ensuite, on arrivera à Cagli avec la montée du Monte Petrano, 10 km 2 à 7,9 de moyenne. Col hors catégorie, 1091 mètres d'altitude, c'est-à-dire plus bas que ce qui était prévu sur Paris-Nice, mais ce qui se rapproche en fait de ce qu'on aura sur l'étape du jour du côté de Paris-Nice. Ce Monte Petrano, on le voit tout de suite, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit. Comme vous le voyez, le pied de col est à 9%, ensuite 8,9, 8%, 8,5, 8,3. Alors il y a 2 km à 6,9. Et puis on remonte de nouveau à 7,7% avant de finir à 7,2. Donc c'est très régulier, il n'y a pas vraiment de zone beaucoup plus compliquée à part le pied de col. Les 2 premiers kilomètres qui sont un petit peu plus pentus, encore une fois 9% et 8,9%, c'est là où on a les 2 km gérés les plus compliqués, mais ensuite c'est assez régulier, mais avec pas mal de pentes, tout simplement du côté du Monte Petrano, donc ça devrait faire mal aux coureurs. On regarde tout de suite le final au niveau du kilométrage, donc vous le voyez, hein, Monte Petrano, donc on a la montée finale, là en image. Donc voilà, le pourcentage maximum, il est très tôt dans la montée avec 12%. Il n'y a pas totalement les mêmes pourcentages, c'est le calcul de l'organisateur qui est un peu différent du calcul parfois réel, on va dire ça comme ça. Donc avec cette première partie où c'est là on retrouve le maximum de pente. Et puis vous voyez ensuite hein, dans le final on aura une rampe à 8,6%. Donc à chaque fois c'est des tranches de 500 mètres, hein, eux ils calculent. Puis on aura 8,6 et 7,9% sur les 2 derniers kilomètres. Donc il y aura encore une rampe au niveau de la flamme rouge où on pourra peut-être faire des différences parce que sur la fin c'est vrai que c'est un peu plus facile que sur la première partie de col ou sinon il faudra monter extrêmement fort, peut-être commencer à accélérer très fort dès la montée de Moria et continuer ensuite derrière, ça pourrait être intéressant. Du côté du vent, alors vous voyez heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Parce que le vent est assez faible, on sera entre 10 et 20 km/h, ça aura peu d'impact sur les coureurs, parce que vous voyez le parcours, c'est un merdier sans nom autour de Cagli, donc ça aurait été compliqué pour moi de vous dire, tiens, le vent il va où, parce que c'est un merdier sans nom, voilà, avec un circuit, mais je sais pas dans quel sens on le prend, enfin c'est un peu le foutoir, là sur la carte Pro Cycling Stats, c'est pas plus facile de le comprendre sur la carte également des organisateurs. Donc le vent est assez faible. Et puis on aura un temps nuageux avec parfois un peu de pluie. En fait le temps sera assez perturbé. C'est-à-dire que des fois on aura un peu de pluie. Parfois on aura des zones très ensoleillées aussi sur le parcours. Donc ça va être très particulier au niveau des températures 10 à 13 degrés. On aura peu de différence avec le vent, donc le ressenti sera assez similaire, mais surtout avec des conditions climatiques où, par exemple sur la fin, on me dit que c'est ensoleillé, par contre sur le début de parcours, on me dit que c'est pluvieux, donc c'est ça qui va être assez marrant. Je pense que ça sera un petit peu on aura les giboulées de Mars tout simplement sur le parcours de cette étape de Tirreno Adriatico. Allez, on regarde tout de suite la stratégie de cette journée. Du côté de la stratégie, tout va se jouer dans la dernière montée. C'est assez facile en fait cette étape à prévoir. C'est-à-dire que je pense que dans la montée précédente, on peut avoir un écrémage, surtout si on décide d'accélérer fortement, parce qu'on sera après une descente et on peut se dire, parfois quelques concurrents ont du mal à relancer la machine. Mais après, oui, dans la montée finale, on fera de l'écrémage. On aura fait un petit peu d'écrémage et dans la montée finale, je pense que dès le pied, ça risque de rouler très très fort. Et moi, je verrai au bout de 3-4 km de course qu'on commence vraiment à accélérer de manière sévère parce que, encore une fois, les derniers kilomètres sont un peu plus faciles, donc il faudra quand même relancer fort, je pense, au milieu d'étape. Donc c'est cette montée finale qui décidera du vainqueur de la course. Je pense pas qu'une échappée puisse s'imposer et surtout je pense pas que demain
on aura des gros écarts. Encore une fois, le problème de l'étape de San Benedetto del Tronto, c'est que la première moitié est difficile, mais la deuxième moitié est toute plate. Donc c'est compliqué avec 80 km de plat de réussir à faire des écarts. Du côté de mes favoris, eh bien j'ai mis Jonas Vingegaard, bien entendu, là aussi, hein, on est sur le grimpeur le plus expérimenté, vainqueur du Tour de France l'année dernière, donc voilà, ça reste du très très solide, surtout qu'il a plutôt été intéressant depuis le début de la semaine, mais encore une fois, alors que j'ai un petit baillou, je vous rappelle que nous sommes le 8 mars et qu'il est qu'à 13h40, donc je ne vois pas encore l'étape qui va se terminer dans 1 heure et demie. J'ai mis Juan Ayuso parce que très bon contre la montre, parce qu'il y a de la pente. Lui, s'il suit Vingegaard, il est capable de le sauter sur la ligne au niveau d'un sprint. J'ai mis Ben O'Connor aussi parce qu'il a fait un contre-la-montre intéressant et que sur lui à 2 tours, il avait plutôt été très bon sur la montée de Jebel Jaïs, la montée qui est longue, pas Jebel Afet, qui est plus courte, donc il avait été plutôt bon. Donc ça peut être intéressant du côté des favoris, des autres favoris de l'autre grosse cote de cette journée. J'ai mis Richard Carapaz. Il m'a impressionné par l'effort qu'il a réalisé quand même dans l'étape où il y avait la petite bosse, c'était l'étape d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, où il a été c'était avant-hier, hein, où il a été assez impressionnant quand il accélère. Donc je me dis bon, pourquoi pas Richard Carapaz, pas forcément énormément surveillé, le coureur équatorien. Du côté du programme télé, eh bien ça sera à partir de 15h15 sur Eurosport 2, arrivée prévue vers 17h, donc ça sera après l'étape de Paris-Nice, tout simplement. Les deux s'enchaînent correctement, on va dire, pour ce week-end de compétition. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!